La signature est quelque chose d'important parce que ça nous donne plein d'informations en fait sur la personne qui signe, sur son état d'esprit. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits dans lequel nous allons constater que le Moyen-Âge n'est pas la période obscurantiste que beaucoup s'imaginent, mais bien une ère dans laquelle furent mises en place de nombreuses innovations, encore étudiées aujourd'hui par le généalogiste. Parmi celles-ci, nous allons évoquer aujourd'hui la signature, créée par la nécessité d'authentifier un acte et donc d'en faire un instrument juridique à valeur de preuve. Ses origines remontent à l'Antiquité avec les sceaux tout d'abord, mais c'est au cours de ce fameux Moyen-Âge que sont apparues les signatures reprenant le patronyme et devenues obligatoires, notamment avec l'ordonnance de Fontainebleau de 1554. Pour en parler, j'ai invité Isabelle Morin-Altmeyer, psychogénéalogiste, membre de l'U-Projet et habituée de ce micro, et qui vient de consacrer un article passionnant et illustré à ce sujet sur son blog. Isabelle Morin-Altmeyer, bonjour. Bonjour Stéphane. Isabelle, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question va porter sur l'apparition de ces fameuses signatures, sans doute liées à l'apparition et à la structuration des patronymes héréditaires. Que peut-on en dire au regard de l'histoire de ce qu'on va appeler les signes de validation ? La signature, en fait, elle apparaît en même temps que on va dire le nom de famille. Les patronymes héréditaires sont fixés à peu près aux alentours du XIIe siècle, et donc la signature va venir en fait appuyer le nom. Je vais prendre un exemple, une personne qu'on appelait Jean le Forgeron, par exemple, son nom de famille va devenir le Forgeron, et donc la personne va signer avec ce nom-là, ce qui fait qu'on aura un suivi en fait de la personne. Elle devient finalement le porteur de ce nom-là, et la signature va venir appuyer donc le fait qu'elle porte ce nom-là. Donc, auparavant, comme tu disais tout à l'heure, on avait le sceau qui existait, donc il y avait un signe de pouvoir, on va dire. Les personnes qui utilisaient des sceaux, donc c'était des personnes quand même de pouvoir. Et la signature va devenir une marque plus personnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment identifier une personne et mettre la signature en face. J'imagine qu'il ne faut en aucun cas négliger ces signatures lorsque nous les rencontrons au gré de nos recherches, parce qu'elles constituent aussi un véritable marqueur social. Oui, la signature, en effet, c'est un révélateur social. On en parlait tout à l'heure de la façon d'occuper l'espace, en fait, au niveau de la signature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont occuper l'espace, qui vont prendre tout un espace, parce qu'en fait, ils savent pas trop écrire, ils ont pas la notion, en fait, de l'espace. Donc, ils vont écrire, ils vont mal former leurs lettres, ou ils vont trembloter en formant leurs lettres, et ils vont prendre la totalité de l'espace. Il y a la taille des lettres qui va être importante aussi. Il y a la présence ou l'absence de paraphes, on en parlera un petit peu plus tard, de ruches. On va voir si la personne qui signe, en fait, écrit depuis longtemps ou n'écrit pas depuis longtemps, si c'est quelque chose, en fait, qui perdure dans le temps ou si c'est quelqu'un qui vient juste d'apprendre à écrire. En psychogénéalogie, on est très intéressé par ce genre de choses parce que justement, ça va être un marqueur, une personne qui va signer d'une manière timide, serrée, vraiment dans un petit coin. Ça va raconter l'histoire d'une personne qui n'avait pas l'habitude de prendre la place. Tu vois, il signe dans un tout petit coin, en fait, donc il prend pas de place. C'est quelqu'un qui prendra pas de place dans sa famille, en fait, et dans son histoire. Alors, sans vouloir devenir graphologue, mais en continuant un peu dans le sens de ce que tu viens de nous dire, que peut révéler d'autre l'étude d'une signature pour le généalogiste ? Et en fait, on peut, justement, je parlais tout à l'heure du côté tremblotant, et cetera. On peut retrouver, dans, par exemple, un acte de mariage, une personne qui va signer tout doucement, tout tremblotant, parce qu'en fait, il s'engage, en fait, dans une histoire, il s'engage dans une vie avec sa femme, donc il prend, en fait, des responsabilités. Donc du coup, sa signature va forcément avoir une façon particulière d'exister sur le papier. Un acte notarié, par exemple, ça va être complètement différent parce que la personne s'est mariée, elle a commencé, elle va s'engager, et là, pour le coup, elle a quelque chose sur ses épaules, oui, au niveau de la signature, mais là, elle rentre vraiment dans une vie, donc elle va acheter quelque chose, donc ça va être un petit peu plus assurant, elle va être plus assurée, sa signature.
La signature aussi, on peut en parler sur la manière dont les personnes signent. Une personne peut signer son nom en entier. Donc là, on va se dire, tiens, bon, bah voilà, son nom est important. Et certaines personnes vont signer juste des initiales. C'est comme s'ils n'acceptent pas finalement leur nom en entier ou ils ne savent pas signer en entier. Ah, puis il y a aussi une chose amusante, Isabelle, parfois on tombe sur des croix, les fameuses croix. Les gens ne savent pas signer, ils mettent une croix. Mais ça pose un problème parce que comment identifier avec une croix? Alors justement, c'est très intéressant ce que tu me demandes, parce que la croix, c'est très touchant, nous, en tant que généalogistes, quand on recherche sur les actes et qu'on voit une croix, on se pose plein de questions. Et la croix, en fait, ça a deux choses. Il y a le côté illettrisme, mais il y a le côté aussi de la foi avec la croix. La croix, il faut se dire que ça a une valeur juridique, justement. La personne qui signait avec une croix, quand on regarde sur les actes, il y a toujours des témoins, en fait, qui sont là. La croix a une valeur juridique, en fait, parce que quand la personne signait ou faisait la croix, justement, il y avait toujours des témoins. Et ces témoins prouvaient que la personne qui avait signé, enfin, qui avait fait cette croix, était bien le signataire. Et le curé donc, qui entoure cette fameuse croix en disant c'est monsieur machin qui a signé, enfin c'est monsieur voilà, qui a signé, ça prouve en fait qu'il y avait bien quelqu'un et que c'était bien la bonne personne qui était là pour signer. C'est vraiment preuve juridique. Et pour nous, généalogistes, quand on voit ça, en fait, on se dit, bon, bah, cette personne-là, malheureusement, n'est certainement pas allée à l'école, n'a pas tenu une plume dans sa main, n'a jamais appris, en fait, à écrire. Et donc, la seule façon de signer, pour lui, c'est de mettre une croix. Mais il faut faire attention, c'est qu'une croix, ça ne veut pas dire que la personne n'était pas intelligente, n'était pas riche ou n'avait pas une valeur. C'est simplement qu'il n'est pas allé à l'école. Oui, il y a des cas surprenants. On voit même des personnes qui, a priori, ont une situation, qui sont des commerçants ou des artisans et qui ne Mm. savent pas écrire et qui sont en fait illettrés malgré le fait qu'elles aient bien une activité, je dirais, autre que laboureur, cultivateur, où on pourrait comprendre qu'ils n'aient pas de niveau d'éducation particulier. Oui, peut-être qu'ils ont appris à compter, mais ils n'ont pas appris à lire. Exactement. Oui, c'était plus pratique. Donc en fait, on peut constater aussi le niveau d'éducation et j'imagine même, on peut voir l'évolution d'une personne à travers l'évolution de sa signature. Ah oui, complètement. L'évolution d'une personne, oui, bah, on va voir. Je parlais tout à l'heure d'une personne qui commence dans sa vie personnelle, qui n'a pas justement, qui n'a pas d'assurance finalement parce que il commence, il est tout jeune homme, il se marie, il est tout maladroit. On va voir la signature toute tordue, toute voilà, ça va pas être lisse. Et on va voir aussi la personne qui a appris, qui a eu un apprentissage plus solide, qui va écrire, on va voir les traits, on va voir les lettres qui sont formées. On va voir aussi, là, pour le coup, la différence d'éducation. C'est-à-dire la personne qui a appris à écrire, qui est allée à l'école, qui saura former, qui va savoir, pardon, former ses lettres, qui va savoir faire des traits, etc. La personne qui, elle, sait écrire que son prénom ou que son nom de famille, qui a appris juste à écrire son nom de famille et qui va le faire maladroitement, mais qui sera tellement content de l'avoir, de savoir écrire ce mot-là, que voilà, il va être tout fier de le faire. Mais bon, voilà, on va en effet voir cette évolution tout au long de la vie, ouais. Et on rencontre souvent aussi des signatures absolument magnifiques, dont certaines sont ornées de ce qu'on appelle des ruches. Tu as cité ce mot ce barbare tout à l'heure, mais en fait, ce sont de véritables œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous les décrire et nous révéler leur sens? Comme tu dis, donc les fameuses ruches, alors il y a plusieurs noms, hein, des ruches, des spirales, des boucles. En fait, ce sont des choses qui prolongeaient ou qui encadraient les signatures. C'est une forme de marquage, on va dire, de territoire. Et c'était pour les notaires une protection contre le faux. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient ces fameuses ruches, euh, les personnes n'arrivaient pas à reproduire ces ruches. Donc en fait, c'était vraiment comme une protection. Donc finalement, c'était quelque chose d'assez intéressant pour les clercs de notaires, les notaires et tout ce qu'on veut. C'était aussi une affirmation de soi pour certains, parce qu'on le voit à différents endroits, comme aussi chez les curés, où on avait certaines œuvres d'art, on va dire. Et c'était presque un blason, on va dire, ces ruches.
Et en psychogénéalogie, on a justement une petite chose qui est très intéressante, c'est pas petite d'ailleurs, on a une chose qui est très intéressante, c'est que les ornements, ces ornements-là, au-delà du nom, ça laisse une empreinte de la personne. Est-ce que les signatures peuvent également nous aider à résoudre des énigmes? Moi, je pense souvent, tu sais, dans les petits villages, les petites communes, aux homonymies. Et est-ce que la signature peut aider éventuellement à différencier des personnes? Oui, alors tout à fait, et ça, c'est super intéressant parce que dans les villages, en effet, on pouvait avoir, plusieurs ânes qui s'appelaient Martin, qui s'appellent Martin. Là, pour le coup, ou des pierres qui s'appellent Dupont, c'est plus simple. Plusieurs pierres qui s'appellent Dupont et donc ce qui va, différencier ces personnes-là, c'est la signature. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va, par exemple, écrire très, très bien, qui va avoir une magnifique écriture, une personne qui va pas du tout savoir écrire, donc qui va faire une croix et une autre personne qui va avoir un paraphe, stylé, une ruche ou quelque chose stylé et donc c'est cette différence-là qui va différencier ces différentes personnes et on va pouvoir justement les suivre tout au long de leur existence et on verra l'évolution de chaque personne dans leur vie, en fait. Ça peut même nous aider à repérer les actes lorsqu'on feuillette des registres, en fait, en ne repérant que les signatures qu'on a déjà identifiées, quoi. Exactement, exactement. Alors, dans ton article que j'ai lu, bien sûr, tu parles d'émotions cachées derrière une signature. Est-ce que tu as un exemple en tête? Un exemple en tête, on va prendre par exemple, une personne, une maman qui, a accouché, d'un enfant et qui malheureusement est morte en couche. Le père va venir, faire la déclaration de la naissance de l'enfant et en même temps de la mort de sa femme. Et bien là, en fait, dans la signature, on va forcément retrouver cette émotion. Une signature qui va être coupée, qui va être interrompue, qui va pas être complètement, fluide, on va dire. On va retrouver quelque chose à l'intérieur. Alors forcément, dans le texte, ça va pas être noté, ça va juste être noté, oui, que la femme est décédée, mais on va pas forcément savoir pourquoi, de quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, on va retrouver cette émotion et pour nous, généalogistes comme moi, psychogénéalogistes, c'est un cadeau, en fait. Parce qu'on va vraiment se retrouver avec toute une émotion qui va se voir. On va pouvoir retrouver cette même personne, par exemple, qui aura signé un acte de mariage avec une signature tout à fait normale et on va se retrouver avec cet acte de décès qui va être très, très prenant et l'émotion, on va la retrouver. Alors, Isabelle, en conclusion, quel conseil principal tu donnerais à un généalogiste avant de se lancer dans l'analyse de signature? Alors moi, ce que je lui dirais, c'est d'avant de tirer des conclusions, il faut aller chercher plein de signatures sur différents actes et tout au long de sa vie. Ça permettra à ce généalogiste d'étudier, en fait, la personne et de voir l'évolution de la personne. Comme je disais tout à l'heure, une personne qui vient de se marier et une personne qui a eu des enfants, qui a eu plusieurs enfants et qui a eu toute sa vie ou qui voit toute sa vie passer, en fait, va forcément avoir une signature plus assurée et donc du coup, ça va modifier. Une signature isolée, ça ne permet pas de comprendre la personne. Donc voilà, à travers tous ces temps et il y a plein de choses qui se passent, en fait. Isabelle, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits et je précise le nom de ton site, ima-psychogénéalogie.fr, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre et les nombreux articles de ton blog. Merci Isabelle. Merci beaucoup, Stéphane. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 6. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est animé par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 3 avril. À bientôt et merci pour votre fidélité.